Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième vidéo de la série consacrée à la cinématique du solide rigide. Moi c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple, Logique, Explicable. Pour cette vidéo, nous allons voir principalement les notions de mouvement de rotation autour d'un point, où nous allons aborder particulièrement les angles de l'heure et nous allons déterminer l'expression du vecteur de rotation qui émane de ces trois rotations successives qui sont faites par les angles de l'heure dans la base fixe et dans la base mobile qui est celle associée au solide. Pour cela, nous allons commencer par définir ce que c'est une matrice de rotation. Donc l'exemple le plus favorable pour nous, c'est la base polaire, donc ou bien la base cylindrique du moins. J'ai x, y, z d'abord que j'obtiens, ça c'est mon repère cartésien. Donc je vais la noter là, j'ai i, j et k en termes de vecteur de base. Maintenant, après une rotation d'un angle θ, j'obtiens ER et Eθ. La rotation se fait autour de K. Donc là, j'ai mon angle θ. Pareil pour là. Ici, on sait très bien que ER est égal à cosinus θi. Si on projette, on aura là cosinus θ suivant i et sinus θ suivant j. Donc plus sinus θ suivant j. De même, j'aurai Eθ qui est perpendiculaire à ER, ça donc cosinus de θ plus pi sur 2, ce qui me donne en fait moins sinus θ i, et ici sinus de θ plus pi sur 2, c'est-à-dire cosinus θ j. Vous voyez que je peux écrire ceci sous la forme ER Eθ égale, où j'ai une matrice cos θ sinus θ moins sinus θ cos θ, le tout porté par i et j. Donc cette matrice en fait sera celle que je vais appeler matrice de rotation. Maintenant, si je veux exprimer i, j en fonction de ER et Eθ, vous voyez qu'il va falloir absolument que je renverse cette matrice parce que j'ai ER Eθ égale à cette matrice là fois i, j. Du coup, j'aurai ij qui sera égal à m moins 1 fois ER Eθ. Et maintenant, qu'est-ce que je sais pour inverser une matrice de la sorte, une matrice de taille 2,2? J'ai A qui est par exemple égal à A, B, C, D. La matrice inverse associée à A, c'est A moins 1 qui est directement égal à 1 sur déterminant de A multiplié par ici, sur la diagonale, je vais juste permuter, ça veut dire qu'au lieu de A ici, j'aurai D, et là j'aurai A. Et pour les côtes, pour ce qui est non diagonal, je vais multiplier tout simplement par moins. Du coup, j'aurai moins B, et ici j'aurai moins C. Ça a été vu dans le programme des prérequis. Donc maintenant, on peut bien écrire I qui sera égal à maintenant, bon, notre matrice. Si on peut réécrire notre matrice inverse d'abord, on aura n-1 qui sera maintenant égal cosinus θ. Le déterminant déjà, c'est quoi le déterminant? Si on le calcule rapidement, on aura det de n qui sera égal à cos carré θ plus sinus carré θ. Vous voyez que ça fait directement 1, donc on n'en aura pas besoin, on va juste prendre l'écriture matricielle qui suit. Donc j'ai m-1 qui sera, je permute les termes de la diagonale, du coup, comme ils sont les mêmes, alors j'ai toujours cos θ, et ce sur la partie non diagonale, du coup j'aurai moins sinus θ de ce côté, parce que multiplié par moins, et ici j'aurai sinus θ tout simplement. Donc voilà la matrice inverse, ce qui me permet d'écrire directement I comme étant cosinus θ ER moins sinus θ Eθ, et J
comme étant sinus θ ER plus cosinus θ Eθ. Donc c'est ce qu'on va principalement appliquer dans cette vidéo, ou bien lorsqu'on fera les rotations successives qui parleront des angles de Doeler, on aura principalement à utiliser ceci. Maintenant, parlons des angles de Doeler principalement. Les angles de Doeler, en fait, matérialisent la rotation d'un solide autour d'un point. Ici, par exemple, sur le graphe qui vous est montré à côté, il s'agit du point qui est situé bien au centre là. Maintenant, cela est matérialisé par 3 rotations successives. La première se fait autour. Donc, première rotation, c'est une rotation d'angle Ψ et qui se fait autour de K. Donc ici, le repère IJK, c'est celui qui est en bleu en fait. Bleu, comme vous le voyez, c'est le repère de base. Donc là, j'ai I, là j'ai J et là j'ai K. Et le repère final, c'est celui qu'on obtient en rouge. Donc I1, J1 et K1, c'est celui qu'on obtient en rouge après les 3 rotations. Donc c'est celui qui est en rouge. Première rotation se fait autour de K, que voici. C'est pour ça que vous allez voir, on fait une rotation autour de K d'un angle ici. C'est ça que je vais appeler. Donc on fait d'abord une rotation. Et cet angle, en fait, c'est la précession. Donc c'est un angle de précession. Angle de précession. Maintenant, la deuxième rotation va se faire autour d'un vecteur qu'on obtient à partir de ceci. Donc, lorsqu'on a ceci et qu'on fait une rotation autour de K, on va quitter de I, J, K à U, V, K, parce qu'on a roté autour de K. Maintenant ici, on va roter autour de U, qui est ce que I est devenu en fait. Donc on tourne autour de K. Ce qu'on obtient, on va maintenant tourner autour de U. C'est pour ça qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'on aura? On aura une rotation d'angle θ autour de U. Cet angle est appelé angle de nutation. Donc, ceci va nous permettre de quitter de U, V, K à, comme on tourne autour de U, alors il est inchangé. Et ici, je vais avoir un V' et un K1. Maintenant, la troisième rotation, quant à elle, va se faire autour de K1. Parce que nous voulons arriver à I1, J1, K1. Comme nous avons déjà K1, alors on va roter autour de K1. Et ce sera une rotation d'angle φ qui sera effectuée autour de K1. Ceci s'appelle l'angle de rotation propre. Donc ici, on va quitter de U, V', K1 pour obtenir enfin I1, J1 et K1. Et ici, vous connaissez la transformation qu'on va avoir pour quitter de I à U, de là à là, toujours avec la matrice de rotation inverse, parce que si on veut écrire I en fonction de ceci, ou bien si on veut écrire, donc si on veut écrire I en fonction de ça, c'est la matrice inverse. Si on veut écrire ceci en fonction de là, c'est la matrice de rotation tout simplement. Donc c'est la même chose qu'on aura ici, matrice inverse, et ici, matrice de rotation. Pareil là. Donc, comme vous l'avez bien vu, tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la première rotation se fait autour de K, la deuxième rotation se fait autour de U, et la troisième rotation se fait autour de K1. Et les angles sont Si, θ et Φ. Voilà. Se font respectivement autour de K, comme on a dit, de U et de K1. Maintenant, voyons un peu les 3 rotations successives et voyons ce qu'on peut écrire pour chaque cas. On a vu que la première rotation nous permettait de quitter de de I, J, K à U, V, K. Ceci nous permet d'écrire rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Les expressions des vecteurs. On aura U qui sera égal. La rotation se fait
avec un angle ci autour de K. Donc j'aurai cosinus ci porté par I plus sinus ci porté par J. Et ici j'aurai V qui sera simplement égal à moins sinus ci porté par I plus cosinus ci porté par J. De même, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que I, par l'écriture avec la matrice inverse, je peux déduire que I sera égal à cosinus ci. On a dit qu'on permute les termes dans la diagonale, mais comme ce sont les mêmes, alors on a pareil. Donc I sera égal à cosinus ci porté par U. Et ici, j'aurai moins sinus ci porté par V. Ici, j'ai J qui sera égal à sinus ci porté par U plus cosinus ci porté par V. On fait de même pour la deuxième rotation. On sait que la deuxième rotation nous permet de quitter de UVK à U, parce qu'on va tourner autour de U, à U, V' et K1. Ce qui va nous permettre également d'écrire. Donc ici, c'est U qui est conservé, ça veut dire que c'est V et K qui deviennent V' et K1. Du coup, j'aurai V' qui sera égal, la rotation se fait autour d'un angle de θ bien sûr. Donc V' qui sera égal à cosinus θ porté par V plus sinus θ porté par K. Parce que les angles, les vecteurs sont là et leurs transformés sont là. Pareil ici, j'aurai K1 qui sera directement égal à moins sinus θ porté par V plus cosinus θ porté par K. De même, par écriture de la matrice inverse, je peux écrire ce que V deviendra. J'aurai V qui sera égal à cosinus θ V' moins sinus θ porté par K1. Je peux également écrire pour K, K sera égal à sinus θ porté par V' plus cosinus θ porté par K1. Je regarde exactement la même forme qu'il y a ici pour avoir cette forme ici. Alors, la troisième rotation, qui est la dernière, la rotation autour de l'angle de rotation propre, et on va quitter de UV'K1 pour tomber directement à I1, J1 et K1. Vous voyez que la rotation s'est faite autour de K1 et ce sera d'un angle Phi plutôt. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? L'angle Phi et on le fait autour de K1. Donc U et V' vont devenir I1 et J1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on aura? On aura maintenant, alors qu'est-ce que je vais, oui, en noir, ok. On aura I1 et J1 qui vont se transformer en fonction de U et V'. Donc ici, j'aurai cosinus phi U plus sinus phi V'. Ici maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins sinus phi U plus cosinus phi V'. Ce qui se fait par matrice inverse, donc j'aurai maintenant exprimé U et V' en fonction de I1 et J1. Et ici, j'aurai cos phi, bien sûr, I1, moins sinus phi J1. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins sinus phi I1 plus cosinus phi J1. Une fois que j'ai toutes ces expressions, alors il sera facile pour moi de déterminer le vecteur rotation totale. Pourquoi? Parce que le vecteur rotation totale en lui-même sera le cumulé des vecteurs de rotation associés à chaque transformation. Ça veut dire que pour quitter le vecteur rotation de oméga de R1 par rapport à R sera oméga 1 plus oméga 2 plus oméga 3. Oméga 1 étant le vecteur vitesse de précession, oméga 2 vecteur vitesse de nutation et oméga 3 le vecteur vitesse de rotation propre. Du coup, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 6 points, qui est la dérivée de 6 par rapport au temps, portés par K, parce qu'on a fait une rotation de 6 autour de K, plus maintenant
θ point porté par U plus phi point porté par K1. Voici l'expression du vecteur rotation et vous voyez que dans chaque base, il sera facile pour moi de déterminer en fait l'expression de oméga soit soit par rapport à I, J, K qui sera fait dans R, soit par rapport à I1, J1 et K1 qui sera fait dans R1. Donc ce sera au choix. Et maintenant, je pense que c'est ce que nous allons faire dans la prochaine diapo. Donc maintenant, nous allons regarder le vecteur de rotation dans la base fixe. On a oméga. On sait qu'oméga de R1 par rapport à R est égal à 6 points portés par K plus θ point porté par U plus phi point porté par K1. Maintenant, comme nous voulons dans l'expression de ce vecteur de rotation dans la base fixe, c'est-à-dire en fonction de I, J et K, il va falloir qu'on transforme U et K1, parce que K il est déjà dans cette base, ça veut dire qu'il va falloir qu'on transforme U et K1. Or, on va juste utiliser les expressions que nous avons eues précédemment. Donc, je vais juste rappeler certaines expressions. Qu'est-ce qu'on a obtenu pour U? On a obtenu que U, en fait, était égal à cosinus phi. Donc, on va rappeler ça ici. U était égal à cosinus phi. Je pense, oui. Psi plutôt, parce que c'était le premier. Cosinus psi porté par I plus sinus psi porté par J. Maintenant, K1, vous voyez que U s'exprime directement en fonction de I et J, ça veut dire qu'on a fini avec sa transformation. Maintenant, K1, dans les expressions que nous avons obtenues précédemment, on a vu que c'était égal à moins sinus θ V plus cosinus θ K. Or, vous voyez ici que K1 s'exprime en fonction de V et K. V n'étant pas un vecteur de base de la base fixe, alors il suffit également de transformer V. Pour cela, on va prendre l'expression que nous avons obtenue avec la matrice inverse, qui est bien sûr cosinus. Je pense V. V c'est cosinus θ, oui. Est-ce que c'est V oui, essayons de voir qu'est-ce qu'on a obtenu avec V. Ah oui, directement on peut prendre l'expression que nous avons obtenue toujours à la première transformation avec U. Ça veut dire que V en fait est encore égal à moins sinus psi porté par I plus cosinus psi porté par J. Vous voyez qu'à partir de ces trois vecteurs, je peux directement avoir ceci, le vecteur de rotation instantané. Du coup, au final, je me retrouve avec oméga, qui sera donc égal, donc si je viens là, j'aurai oméga, au final, qui est égal à 6 points, porté par K, bien, plus θ point, que va multiplier U, qui est quoi? Tout ceci, donc cosine, porté par I, plus sinus I, porté par J. Plus maintenant, θ point, porté par K1, or K1, c'est moins sinus θ V, donc du coup, je peux mettre moins, et je mets sinus θ, et je mets ce que V vaut, du coup, j'ai moins sinus si I plus cosine J. Ça, c'est pour le premier terme. Et j'aurai maintenant, pardon, ici, c'est pas θ point, c'est phi point, bien sûr. Ici, j'ai plus phi point maintenant, que va multiplier le deuxième, la deuxième expression de K1, qui est simplement cos θ K. Donc, cosinus θ K. Vous voyez que je me retrouve avec oméga, qui est simplement égal, on va développer tout ce qui est suivant I. Donc là, j'ai θ point cos phi, cossi, donc ceci, c'est bon. Ce qui est suivant I encore ici, j'ai plus phi point sinus θ, sinus si. Oui, maintenant, suivant J, donc ça veut dire que ça aussi, c'est fini. Suivant J, maintenant, j'ai
θ point sinus ci, θ point sinus ci. Donc là, c'est bon. Ceci. Maintenant, il reste ceci. Là, j'ai moins 6 points. Moins 6 points. Sinus θ, cosinus ci. Voilà. Donc, ceci, c'est bon. Maintenant, on prend juste ce qui reste sur le cas. J'ai 6 points. Plus 6 points portés par cosinus θ, k. Bon, cosinus θ. Donc, ça veut dire que oméga, en fait, voici les coordonnées de oméga dans la base fixe. Donc, si je connais si θ et phi, je peux connaître à tout moment, si je connais les expressions de si θ et phi, je peux connaître à tout moment l'expression de θ, de oméga dans la base fixe. Maintenant, le vecteur de rotation dans la base mobile, on sait toujours que oméga est en fait égal à quoi? 6 points portés par k, oui, plus θ point porté par u, plus 6 points portés par K1. La base mobile, on sait tous que c'est I1, J1 et K1. Maintenant, vous voyez qu'ici, K1 est déjà directement dans cette base. Il va falloir transformer K et U dans la base ici. Or, on se rappelle du fait que K, quant à lui, était directement égal à sinus θ U plus cosinus θ K1. Vous voyez que dans l'expression de K, il y a K1 qui intervient, qui est dans cette base, mais U pas. Alors que U, quant à lui, si on se rappelle bien, on pouvait écrire U en fonction de quoi? Je pense que U, si je pense que c'est cos phi porté par I1 moins sinus phi porté par J1. Deuxième rotation, lorsqu'on appliquait la matrice inverse dans la deuxième rotation. Maintenant, il nous reste à transformer tout simplement. Je pense que c'est tout parce qu'on aura besoin de K qui est ça et on a besoin de U qui est ceci. Du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 6 points portés par K. Or, K, qu'est-ce que c'est? J'ai sinus θ porté par U. U qui est cos phi I1 moins sinus phi J1. Maintenant, j'ai la deuxième composante de 6 points K qui est plus 6 points cos θ porté par K1. Il me reste le θ point U, ce qui me fait θ point, toujours par cos phi I1 moins sinus phi J1. Et le dernier, j'ai phi point porté par K1. Vous voyez que qu'est-ce que ça me donne? Composante suivant I1, j'ai 6 points sinus θ cosinus phi. Et là, bon, ça veut dire que ceci c'est bien, c'est fini. Il reste ça. J'ai plus θ point cosinus phi. Voilà, ceci c'est bon. Maintenant, suivant J1, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 6 points sinus θ sinus phi pour ceci. Il reste plus θ point, donc pas plus, moins θ point fois sinus phi. Et le dernier, il ne reste que phi point, qui est ça, plus 6 points porté par cos θ. Voilà, tout simplement. Donc voilà les composantes de oméga dans la base fixe, dans la base mobile, pardon, qui est R1, I1, J1, K1. Donc ceci peut souvent vous être donné en exercice de déterminer le vecteur rotation dans la base fixe et dans la base mobile à partir des 3 rotations successives faites par les angles d'Euler. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris le concept essentiel des angles d'Euler et ne vous en faites pas, on aura à le voir dans des exercices précis. C'était Martin Rémy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine!